Donc, bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle soirée de la plateforme culturelle virtuelle Aîné. Et ce soir, nous avons la grande joie de pouvoir dialoguer avec Dino Quartana, qui est sculpteur, peintre, artiste, dominicain aussi. Et alors, la formule de la soirée est très simple. Donc, nous allons maintenant poser quelques questions. Je vais poser quelques questions à Dino. Et ensuite, vous pourrez aussi participer au dialogue. Vous allumez simplement votre micro et vous posez la question que vous voudrez, ou bien vous l'écrivez dans la boîte de chat sur Zoom. Donc vraiment, je suis très heureux de pouvoir te revoir parce que nous nous étions rencontrés réellement voilà, déjà quelques années à Paris. Mais le Covid a cette chose positive aussi, c'est que nous pouvons abattre les distances et nous retrouver pour parler de choses qui nous tiennent à cœur. Alors, la première question que je voudrais te poser est très simple. C'est un peu que tu nous racontes ton parcours. C'est quand même étrange qu'un Italien ait dû venir en France ou ait voulu venir en France pour rentrer chez les Dominicains. Et puis, tu as étudié à Paris aussi. Donc, je voudrais que tu nous racontes un petit peu ton parcours, peut-être parcours spirituel et artistique en même temps, qui t'a amené jusqu'à Paris maintenant. Voilà. J'ai rencontré, disons, JS, que certains savent ce que c'est. J'étais déjà à l'université, c'est grâce à Pigi Bernardeschi, entre autres. Et j'étais à l'université architecture. En étudiant architecture, j'ai été frappé par les œuvres de Le Corbusier, qui étaient des œuvres faites pour l'Église et pour des dominicains particuliers, Ronchamp, La Tourette, etc. Et à ce moment-là, il y avait une revue qui s'appelait L'Art Sacré, qui était dirigée par le père Coccagnac. Alors, j'étais à une JS, une soirée, le père JS, Juventus Studentesque, un groupe de jeunes chrétiens animé par Don Giussani. Et à une soirée, voilà que le père Coccagnac était invité à faire un concert biblique. Et bon, je le connaissais par l'art, bien que je ne sache pas du tout le français. Et la chose m'a plu, m'a touché. C'était une époque un peu clé de ma vie. Et finalement, peut-être pour m'en aller de chez moi, peut-être parce que c'était Paris, c'était peut-être, bon, la chose m'a touché et j'ai découvert finalement, j'ai cru découvrir que je pouvais être dominicain et en France. En France, parce qu'à l'époque, la France était, le dominicain français était très engagé dans la culture, vous connaissez le père Concar, Chenu, etc. Donc c'était quelque chose de très vivant. J'avais l'impression d'une vie très intéressante. Alors, je suis parti par il y a eu une série de malentendus par lesquels ils m'ont pris, ils croyaient que je savais le français et je ne savais pas du tout. Ils croyaient que j'avais fini mes études d'architecture et je n'avais pas fini. Bref, je suis arrivé et une fois que j'étais là, ils m'ont gardé. Voilà. Et après, donc, je fais des études classiques de philosophie et théologie. C'était des études très bouleversées parce que c'était entre 63 et 69. Donc, il y avait beaucoup plus d'assemblées générales que des cours. Donc, c'était assez... Mais à un certain moment, à la fin de ces études, j'ai demandé la permission de m'inscrire aux Beaux-Arts. Parce que j'avais fait des sculptures pendant les études. J'avais fait une crèche, entre autres. Et c'est finalement que je suis entré aux Beaux-Arts en montrant les photos d'une crèche. Ce qu'aux Beaux-Arts de Paris, c'est assez, disons, miraculeux, on peut dire, ou étrange, ou bizarre. Ensuite, donc, j'ai fait mes études, j'ai terminé. Et j'ai fait quelques travaux d'animation dans les écoles pour les enfants. Et après, j'ai trouvé une place dans un atelier de modelage et sculpture de la ville de Paris. Et en même temps, donc,
j'ai enseigné et j'ai commencé à faire de la sculpture dans un atelier qu'on m'avait laissé utiliser. Et voilà. Et depuis là, je fais beaucoup d'expositions en France et en Italie. En Italie, c'était grâce à Maria Luisa qui est là, qui avait une très belle galerie, qui alors hélas a fermé. Et voilà, j'ai travaillé en enseignant et en travaillant, en continuant à faire des groupes de ministères classiques, écoles de communauté, groupes de rencontres, etc., etc. Depuis 2 ans, on m'a confié une autre charge de m'occuper de vieux dominicains qui sont dans une EHPAD et ça m'empêchait un petit peu, ça m'a rendu difficile le travail. Voilà, mais ça fait partie de mon histoire. Je n'ai pas pu refuser parce qu'ils avaient fait beaucoup de choses pour moi. Voilà ma situation actuelle. Et quand je vous parlerai en même temps de mon travail d'enseignement et de mon travail personnel, parce qu'en effet, les deux sont liés. Et les choses que j'explique à mes élèves dans cet atelier qui a duré, j'ai enseigné 35, 40 ans, je ne sais pas exactement, et sont les mêmes questions qui se posent dans mon travail personnel. Voilà. D'accord. Je peux quand même te poser encore une question pour comprendre. C'est un peu étrange. Tu as parlé de l'importance de Communion Libération pour toi et de l'importance de la spiritualité dominicaine. Comment tu fais pour concilier ces deux choses-là? Il y a ce qui est la Communion Libération, il ne faut pas dire comme ça, il faut dire une parole qui m'a fait croire, qui m'a donné la foi, et cette parole est toujours là, et cette parole m'aide à vivre ma vie dominicaine comme elle se présente, qui n'a pas une spiritualité unique. Disons. Je peux tout à fait vivre l'expérience qui m'a été donnée par Don Giussani dans la vie dominicaine. Au contraire, c'est grâce à ça peut-être grâce à ça que je suis resté quand tout le monde partait, par exemple. Voilà. Oui, ce serait très intéressant, c'est que tu nous racontes un peu de tes années universitaires, 63, 69, parce que c'est des années de chamboulement total. Et donc, comment tu as fait, toi, qu'est-ce qui t'a fait maintenir… C'est des amis. Donc, c'est des amis. J'ai vécu l'expérience qui nous avait été donnée par Don Giussani avec des amis, Marie-Michel qui est là et d'autres. Et finalement, l'amitié avec des personnes, parce que vivre en France, entre parenthèses, la vie du mouvement, de ce qu'on appelle le mouvement à Paris, à ce moment-là, ça n'allait pas de soi. On n'était pas bien vu. On n'est pas bien vu. Les journaux qui sortaient sur Communion et Libération, et sur 30 giorni, etc., ne donnaient pas une image qui correspondait à ce qui m'enseignaient mes professeurs. Donc, il y a eu quelque chose de faux, quand même, qui a résisté à… Pas prévu l'avion, je l'ai lu à la maison. Attends un instant. Excusez-moi, j'ai un problème technique. Voilà. Excusez-moi, j'ai enlevé ton micro, Dino. Est-ce que tu peux remettre ton micro? Excusez-moi. Dino, tu dois rouvrir ton micro chez vous à la maison. Il est ouvert, voilà. Mais en même temps, on ne voit jamais Dino sur l'écran. Si, on le voit dans le coin. On le voit dans la petite image, mais pas sur l'écran. Non, nous on le voit. Nous on le voit très bien. Vous le voyez seulement dans le coin, mais nous on le voit en grand écran. C'est parfait. Voilà. Merci. Alors, je voudrais… tu as d'autres questions? Ça va pour l'instant. Alors, juste un passage. Les années justement 60, c'était en quelque sorte, au moins présenté comme ça, comme des années de libération de la tradition, libération de la famille, etc., de l'Église, etc. Est-ce que pour toi, ça a signifié quelque chose aussi dans ton chemin artistique? D'abord, ils m'ont donné la permission
de faire ça. Ça faisait partie de la libération. C'était le côté positif de la libération. De m'installer dans un appartement avec d'autres frères et de faire la sculpture. Ça faisait partie, c'était le côté positif de ce grand bouleversement. Voilà. On était un peu, et c'est quand même disons, c'est la foi partagée entre quelques amis qui a permis de traverser tout ça. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors maintenant, je pense qu'on peut passer un peu à ton chemin artistique, à ta vision artistique, justement. Alors, je propose que tu nous la présentes toi-même. Voilà, je vous la présente sous une forme de mots. J'ai choisi des mots qui font un peu la synthèse de ce que tu me diras quand c'est trop tard pour regarder, parce que donc d'abord je parle, ensuite on regardera quelques-unes de mes sculptures. Voilà. Oui. J'ai choisi des mots qui expriment le chemin de la création. Un chemin qui est à la fois ce que j'ai vécu quand j'ai essayé d'enseigner et aussi les mêmes choses qui reviennent quand j'essaye de créer quelque chose personnellement. Le premier mot est le mot rencontre. Rencontre, c'est le point de départ. Quand j'ai enseigné, il y avait un modèle qui posait, et tout le problème, ce que je devais apprendre à ces élèves, c'est de rencontrer cette présence. Rencontrer cette présence avant encore, le rencontrer avant le préjugé qu'il pouvait avoir sur ce corps. Il y a une belle phrase de Braque qui dit « il ne faut pas que la prévision tue la vision ». Alors, il fallait que les élèves tendaient à, par exemple, il y a une tête, ils le faisaient comme une boule, parce qu'ils avaient dans la tête est une boule. Un dos, c'est une espèce de muraille, parce que c'est un truc, voilà, comme ça. Il fallait apprendre à regarder la réalité libérée d'un préjugé. S'établir une circulation entre celui qui travaillait, le modèle, et ce que je faisais. Et bien souvent, l'élève se concentrait, s'occupait de ce qu'il est en train de faire, si c'était beau, si c'était pas beau, plutôt que de regarder. Donc, la première chose était d'apprendre à regarder comme quelque chose qu'on ne connaît pas. C'était assez typique, je reviendrai. C'est seulement si, par exemple, quand on a un modèle couché, ça arrive quelquefois, il faut apprendre à le regarder comme si on savait qu'est-ce que c'était. C'est-à-dire, ça peut être une montagne, ça peut être une racine, ça peut être quelque chose. Et si on le regarde comme si on ne le connaissait pas, on le fait juste. Tandis que si on le regarde en disant je vais faire le bras, je vais faire la tête, je vais faire ceci, je vais faire cela, on se trompe et on ne rentre pas en rapport avec la réalité. Donc, cette réalité, cette rencontre est la base de la création. Alors, la rencontre, ça arrive quand il s'agit du modèle, mais c'est la même chose quand il s'agit d'un travail personnel. Qu'est-ce qui met en mouvement mon envie de faire quelque chose? C'est le choc de quelque chose soit que j'ai devant moi, soit que j'ai au fond de moi. C'est pour arriver à un travail d'imagination, à créer quelque chose, il faut que non pas que je veuille fabriquer quelque chose, mais que je rencontre un désir au fond de moi-même qui me pousse à créer cela. Alors, cette
ces images, ce choc peut venir de l'extérieur. C'est pour ça que j'ai des dossiers de photos de toutes sortes sur lesquels je m'appuie, des photos de presse sur lesquelles je m'appuie. Soit il peut venir de quelque chose qui me frappe dans des jardins ou des choses comme ça. Soit, par exemple, il est arrivé que j'entende une émission sur la Sainte Barthélemy, tout le monde sait ce que c'est, où on décrivait des femmes enceintes qui étaient trucidées par des lances. Cette image a créé une suite a été à l'origine d'une sculpture qui s'appelle les massacres et qui est la chose type, n'est-ce pas, du choc qu'une chose me touche, et pour réagir à cette chose qui me touche, je dois créer quelque chose, je dois le faire. Donc ça, c'est le mot rencontre, aussi bien au niveau d'un modèle, aussi bien au niveau... Là, il faut être libre de ce que je savais avant sur la chose. Voilà. Là, ça nous introduit dans un autre mot, le deuxième mot, qui est lié au premier, qui s'appelle énigme. Il faut donc que j'accepte que la réalité devant moi soit quelque chose que je ne connais pas, quelque chose d'énigmatique, quelque chose que je ne maîtrise pas tout de suite. Et c'est en mouvant à cette réalité, apparemment d'abord énigmatique, que je peux m'approcher, en la vivant comme énigme, que je peux m'approcher de ce qu'elle est réellement. Le mot énigme est proche du mot mystère, du mot étrangeté. Et je me permets de vous lire un texte de Giacometti qui est très, très beau. Il dit: la vraie révélation, le vrai choc qui a fait basculer toute ma conception de l'espace et qui m'a mis définitivement dans la voie où je suis maintenant, je l'ai reçu en 1945 dans un cinéma. Je me rappelle très bien, c'était aux Actualités à Montparnasse. Bien entendu, le film n'a fait que concrétiser des aspirations confuses. Ça n'a pas été la cause profonde. Je regardais les voisins et du coup, je les ai vus comme je ne les avais jamais vus. Le nouveau n'était pas ce qui s'était passé à l'écran, c'était ceux qui étaient à côté de moi. Ce jour-là, je me souviens très exactement, en sortant boulevard Montparnasse, d'avoir regardé les boulevards comme je ne l'avais jamais vu. Tout était autre, et la profondeur et les objets et les couleurs et le silence. Tout me semblait autre et tout est tout à fait nouveau. Le boulevard Montparnasse prenait la beauté de Mille et une nuits, fantastique, totalement inconnue. J'avais tout d'un coup conscience de la profondeur dans laquelle nous baignons tous et qu'on ne remarque pas parce qu'on n'y est pas habitué. La profondeur métamorphosait les gens, les arbres, les objets. Il y avait un silence extraordinaire, presque angoissant, car le sentiment de la profondeur engendre le silence, noie les objets dans le silence. Donc, il y avait la curiosité d'avoir davantage. C'était, si vous voulez, une espèce de merveillement continuel de n'importe quoi. Évidemment, j'avais envie d'essayer de peindre ou de faire une seule peinture de ce que je voyais. Ce jour-là, la réalité s'est revalorisée pour moi de tout au tout. Elle est devenue l'inconnu, mais en même temps un inconnu merveilleux. Alors, voilà une expérience d'un grand artiste, de l'étonnement face à quelque chose qu'il connaissait par cœur. La question, j'ai toujours proche de moi des phrases de la Bible qui évoquent cette chose-là. Par exemple, la phrase du psaume 8, « Quand je regarde le ciel, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme ?» C'est ça, cette question,
le fondement finalement de la réalité, de la question qui apparaît. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que c'est la réalité? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et voilà, ça c'est cette notion d'énigme qui est quand même fondamentale, aussi bien quand j'essaye d'enseigner que quand j'essaye de me rapporter au réel pour lui donner une forme. Un choc auquel je dois donner une forme pour pouvoir ne pas rester passif ou dans une idéologie par rapport à ce qui arrive. Le troisième mot, c'est le mot surgissement. La forme, qu'est-ce que c'est la forme? Qu'est-ce que c'est la forme? Parce que pour faire une sculpture, il faut travailler avec la forme. Il y a une très belle phrase de Rodin qui explique bien comment voir les formes. Il dit, je vais vous confier un grand secret. L'impression de vie réelle que nous venons d'éprouver devant cette Vénus du Louvre, savez bien par quoi elle est produite, par la science du modelé. Ce mot vous semble une banalité, mais vous allez en mesurer toute l'importance. Souviens-toi bien ce que je vais dire. Quand tu sculptes, désormais, tu ne vois jamais les formes en étendue, mais toujours en profondeur. Ne considère jamais une surface comme l'extrémité d'un volume, comme la pointe, et considère-la comme la pointe, plus ou moins large, qui s'y dirige vers toi. C'est ainsi que tu acquiers la science du modèle. Donc, il s'agit non pas, il dit le modelage, il s'agit de voir d'abord ce qui pousse vers toi, ce qui surgit vers toi. Il faut voir la forme qui surgit sur toi, mais ce mot surgissement a après avoir entendu ce qu'on a lu de Giacometti, a une signification beaucoup plus grande. Le mot surgissement a un côté plus profond, c'est-à-dire qu'il comprend ce sentiment d'étonnement, de surprise, d'émerveillement. Il y a quelque chose qui surgit, qui apparaît, qui vient vers moi dans ce que je vois. Et encore une fois, comme le mot énigme, vous voyez que ressentir les choses comme ça ne va pas de soi, ce n'est pas automatique. On croit savoir. Le mot surgissement est nécessaire pour ressentir les formes, quelque chose qui vient vers moi. Il est l'équivalent plastique du mot événement. Les choses, la réalité, la voir comme surgir. Mais en même temps, quand on travaille dans une sculpture, ce surgissement des choses, c'est ce qui, du côté de celui qui regarde, fait voir la chose qu'on voit comme une présence. C'est quand on voit une présence, avant de voir la chose, on ressent une présence quand on sent quelque chose qui surgit et qui vient vers nous. Un autre mot important, c'est le mot globalité. C'est-à-dire, quand on fait je disais toujours à mes élèves, avant de faire un détail, une chose, une autre, imaginez de voir par exemple comme si vous voyez Notre-Dame dans le brouillard. Vous voyez une totalité. Avant de voir une chose après l'autre, vous voyez une totalité. Et cette totalité est l'essentiel parce que les éléments que vous allez mettre
après, c'est pas une somme d'éléments, c'est ce qui forme cette totalité. Et le regard sur cette globalité, sur cette totalité, il ne faut jamais le perdre. Autrement, on s'engouffre dans des détails qui n'ont plus de rapport avec la vision fondamentale qu'on avait vue à l'avance. On voit d'abord, imaginez de voir Notre-Dame dans le brouillard, vous dites c'est Notre-Dame. Vous n'avez pas besoin de regarder tout. Vous la reconnaissez et c'est ça qui est très important, cette vision d'une totalité. Et et je disais toujours, c'est toujours des ensembles qu'on essaye de reproduire. Par exemple, vous voyez d'abord cette totalité. Ensuite, imaginez d'avoir un zoom, de vous rapprocher, et c'est toujours des ensembles que vous voyez. Ce n'est pas une jambe, un pied, une main. C'est un ensemble de relations. Et cette globalité, encore une fois, c'est ce qui fait que la réalité soit que la chose qu'on voit soit une présence. Ce n'est pas une somme d'éléments accrochés ensemble, c'est une présence. D'abord, avant et ensuite on s'approche et on voit de quoi elle est faite, mais la première chose qu'on doit voir, c'est de ressentir une présence. Et du point de vue du travail personnel, individuel, du travail de l'imagination, des choses que je fais, c'est cette globalité doit toujours prévaloir. C'est-à-dire, s'il y a un point d'une sculpture qui ne fonctionne pas, qui ne va pas, et comme ça, ce n'est pas en réglant les détails que j'avance. C'est en reprenant le désir fondamental qui me l'a fait et à partir de ça, les choses se mettent en place. Voilà. Alors, quand je disais rencontrer mes élèves, je disais il faut faire un travail d'après le modèle, mais il faut faire aussi un travail d'imagination. Alors, tout le monde me dit, monsieur, je n'ai pas d'imagination. Alors, on se demande, mais qu'est-ce que c'est l'imagination? Et alors, j'ai associé deux mots pour ça, le mot terre et le mot vide. Le mot terre. Le mot terre, ça veut dire que chacun de nous a au fond de lui une réserve, un lieu, un point, on pourrait appeler ça un grenier, une cave, une armoire, tout ce que vous voulez, un terrain, une nappe. Il y a au fond de nous une nappe cachée dans laquelle se sont accumulés nos désirs, nos inquiétudes, les choses belles qu'on a vues. Et c'est au fond de nous cette nappe. Pour l'imagination, que quoi ça consiste? C'est pas inventer quelque chose comme ça, c'est creuser pour rejoindre cette nappe, comme on fait avec le pétrole, rejoindre cette nappe profonde qui est le lieu de l'imagination. Et cela, je l'appelle terre. Nous avons une terre dans laquelle les choses profondes de nous-mêmes se sont enfermées. Il y a les peurs, les angoisses, les beaux moments, la beauté. Tout ça est resté au fond de nous. Mais nous l'avons recouvert par des tas de problèmes, par des tas de distractions, par des tas d'intérêts. Et au fond de nous, il y a cela, il y a le désir. Il y a ce désir, il y a ce manque, il y a tout ça. Et le travail, l'œuvre que nous faisons, consiste à faire émerger, faire ouvrir un passage entre cette nappe inconsciente, profonde, et l'œuvre que je vais faire. C'est là que j'appelle terre. Mais il y a un couple, terre et vide.
la terre est importante, mais il faut aussi un vide. C'est-à-dire un espace, que c'est aussi un espace de temps, un espace d'ouverture, un espace de vide, dans lequel cette d'attente, on pourrait dire différents mots, de vide, d'attente, un vide qui aspire cette chose qui naît des profondeurs. On peut pas, il faut qu'il y ait un moment de vide, un espace de demande, d'absence, de quelque chose qui manque. Le mot vide il y a un psaume qui dit « Pour quel vide tu as créé le corps de l'homme ?» Le mot vide, c'est comme la conscience d'un appel d'air. Un appel d'air qui aspire cette réalité qui naît des profondeurs et qui doit trouver l'espace et le temps et la mesure pour s'exprimer. Le mot vide, si nous réalisons certaines choses, on a relu il y a quelques jours Vanité de vanité, etc., etc. Le mot vide, on reviendra sur un autre mot, est un mot qu'il faut pas, qui nous fait partie de nous-mêmes. Nous avons l'expérience du vide et il ne faut pas la remplir par des objets. Voilà, il faut que ce vide se remplisse de quelque chose qui naît des profondeurs de nous-mêmes. Je voulais encore une phrase c'est-à-dire ce vide est la présence, Giacometti l'a bien dit, l'a bien vu, et l'expérience de la présence de la mort dans le vivant. Je vous lis un passage de Giacometti. Un jour que je voulais dessiner une jeune fille, quelque chose m'a frappé. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai vu la seule chose qui restait vivante, c'était le regard. Le reste, la tête, s'était transformée en un crâne devenant à peu près l'équivalent d'un crâne de mort. Ce qui faisait la différence entre la mort et la personne, c'était son regard. Et alors, j'ai commencé à voir la tête dans le vide, dans l'espace qui les entoure. Quand la première fois j'aperçus clairement la tête que je regardais se figer, s'immobiliser, dans l'instant, définitivement, je tremblais de terreur, comme jamais encore dans ma vie. Une sueur froide courut dans mon dos. Ce n'est plus une tête vivante, mais un objet. Je l'ai regardé comme n'importe quel autre objet. Mais non, justement, pas comme n'importe quel autre objet, mais comme quelque chose de vie et mort simultanément. Cette expérience, Giacometti décrit d'une façon concrète. Après, il continue, il dit qu'il voyait toutes les choses suspendues. Il exprime une réalité. Les choses que nous voyons en elles-mêmes sont vivantes, mais ils sont au bord du vide. Ils contiennent déjà la mort. Il voit la tête vivante et morte, mais c'est une expérience de vérité. Une expérience de vérité qu'il faut bien sûr essayer de comprendre et dépasser, mais il voyait la vie et la mort présents en même temps. Il voyait la force. Pensez aux sculptures de Giacometti, la force, ces sculptures qui se dressent, et la fragilité. Il exprimait dans un même regard, dans la même œuvre, la force et la fragilité. C'est-à-dire, c'est l'expérience de voir les choses, de les êtres, en voyant qu'ils n'ont pas eux-mêmes la source de vie. Ils s'entraînent à la fois leur vie, leur force, et leur mort qui les entend et qui les tire vers le bas.
Rappelle-toi les peurs que dure ma vie, pour quel néant tu as créé le cœur de chacun. C'est une expérience, et si vous pensez à beaucoup d'artistes modernes, Bacon par exemple, la violence de la vie et la violence de la mort qui se heurtent. Un autre couple, c'est le couple événement-mythe. On cherche toujours, moi je fais rien, quand je faisais des guerriers, je cherchais toujours, je voyais une photo d'un guerrier en marine avec tous ses objets, toutes ses armures, toutes ses antennes. Mais après avoir vu ça, je disais chercher le guerrier. Et se sortait comme un guerrier primordial, nu. On cherche toujours l'archétype de ce que nous voyons. Pensez à Guernica. À partir d'un événement, il crée ce mythe. Ce mythe se crie, c'est le cheval qui crie. Il passe de l'événement au mythe. Et une autre phrase de Giacometti, très drôle. En 1938, à l'hôpital Bichat, j'étais comme émerveillé par le chariot de la pharmacie tout clinquant. Alors, il est à l'hôpital, il voit passer la pharmacie. Le chariot de la pharmacie. En 1938. En 1947, j'ai vu la sculpture comme faite devant moi et en 1950, il m'était impossible de ne pas la réaliser, bien que se situant pour moi dans le passé. Mais quelle est la sculpture qui fait Giacometti? Je voudrais vous la montrer, c'est comme un char d'Alexandre le Grand. C'est un char mythique, un char archaïque. Alors, il a vu ce chariot à l'hôpital. Cela a travaillé en lui pendant 10 ans. Et après, il fait un char. Mais c'est le char mythique. C'est le char d'Alexandre le Grand. C'est le char archaïque. Et là, vous voyez l'exemple de Guernica est typique. À partir d'un événement, on crée une image mythique. Une douleur, la douleur du cheval, la douleur des femmes. À partir d'un événement, on revient à ce qui est universel, à ce qui est originaire, à ce qui est la première, un cheval qui crie, la première image de la douleur et du cri. Souvent, à partir de photos de guerre, je suis amené à faire des images comme ça. Donc, événement et mythe. Alors, pour conclure, disons, une partie, et du point de vue plastique, vraiment, quelle est la réponse à ces contradictions du point de vue plastique et du point de vue spirituel? La réponse à ces questions, c'est le cri. Pourquoi le cri? Le cri, au niveau plastique, a l'importance de ne pas voir la surface du corps, mais de voir l'énergie qui le traverse. L'image du cri, vous pensez au cri de Bacon, au cri du cheval de Picasso. Le cri ne montre plus la surface du corps, mais il montre
ce qui le traverse. La surface est cassée et on montre finalement une réalité plus profonde, plus essentielle que la surface. J'ai fait beaucoup de sculptures sur le cri, mais le cri, vraiment du point de vue plastique, est la traduction de cette révolte face à la mort et l'expression du corps de l'intérieur du corps. Mircea Eliade dit: l'artiste moderne pénètre parfois dangereusement dans les profondeurs du monde de sa propre psyché. Du cubisme au tachisme, nous assistons aux efforts désespérés de l'artiste pour se délivrer de la surface des choses et pour pénétrer à l'intérieur de la substance. Il y a comme dans l'expérience chrétienne, il y a un double mouvement. Un double mouvement, le mouvement du cri. Le Christ a crié, Épître aux Hébreux, le Christ a crié. Et le mouvement de descente aux enfers. Donc il y a comme un passage, une ouverture. C'était aujourd'hui qu'on célébrait hier l'échelle de Jacob, les anges qui montent et descendent. Le cri, l'image du cri, du point de vue plastique, est l'expression la plus importante, pour moi la plus vivante, à la fois de la réaction qu'on a par rapport à cette expérience de mort présente et aussi à la vérité du corps au-delà de sa surface. Avant de montrer les sculptures, je retrouvais quelque chose que j'avais écrit il y a quelque temps et qui s'appelle « C'est ainsi que naissent pour moi le dessin et la sculpture ». L'invisible du désir, de l'attention, de la joie prend forme dans le visible du corps. Il l'investit, le traverse, le contracte, le dilate, l'ouvre. C'est ainsi que naissent pour moi le dessin et la sculpture. Une réserve secrète de douleur, de peur, rencontre l'image antique de batailles mythiques. Les massacres, les guerriers naissent de cette rencontre. Une nostalgie d'harmonie, d'abandon, d'insouciance trouve dans les jardins des enfants qui courent jeu, soit la corde, saute un mouton, naissent ainsi des images encore mythiques des jeux immémoriaux. Un désir, une tension, une soif de trouver finalement, de sortir dans un espace ouvert et qu'enfin le corps souffrant se détende et s'ouvre, des images d'offrande, de sacrifice naissent là. L'invisible contenu dans le corps vécu, avec ses images archaïques, ses terreurs, ses désirs, tente de se retourner comme un gant dans le visible de l'œuvre. Il est toujours question du corps, mais d'un corps où l'intérieur invisible essaye en balbutiant de se rendre visible pour rencontrer l'autre. Voilà un peu ce que je peux dire à propos de notre chemin. Merci beaucoup, c'est extrêmement riche tout ce que tu nous as dit. Personnellement, j'ai beaucoup de choses à réfléchir, mais je pense que ça va devenir très clair ce que tu viens de nous raconter maintenant en voyant certaines de tes œuvres. Donc je propose de continuer maintenant en montrant certaines images que tu vas pouvoir commenter peut-être. D'accord ? Oui.
Alors, on va commencer par celle-ci. Ça, c'est un ange. Un ange, donc, ça correspond à ce que j'appelle surgissement. Un ange, il est à Pinsolo. Ça, c'était mon atelier. Il y a, comment il s'appelle? Daniela Bonaparte au fond. Ils sont venus à Paris, voilà. Mais ça, c'est des détails. Ça représente une résurrection. Une résurrection, et voilà, vous voyez, il y a un ensemble de grilles qui enferment, qui closent, qui enferment, et voilà, et quelque chose qui sort et qui s'ouvre. Ça s'appelle vers le haut, c'est encore une sculpture qui exprime disons, le mouvement de demande, le mouvement de désir, le mouvement de cri. C'est une sorte d'appel, disons, voilà, de prière. Ce sont des dessins, toujours, hein, je l'appelais ça des profondeurs, des profondeurs. C'est toujours ces passages de l'obscurité vers la lumière, ce désir de passer de l'obscurité à la lumière. C'est la même chose. Il y a toujours comme une fente de lumière qui pénètre dans l'obscurité. Et voilà, et ça, c'est à la fois, ça revient, donc ce sont des sculptures, le montage est un peu, c'est monté, ils ne sont pas comme ça, vous verrez après où ils sont réellement. Ivo Bonaparte les a montés, c'est à la fois, ce sont les trois anges, les trois archanges, à gauche donc le Raphaël, qui conduit un enfant, qui conduit le petit chien, au milieu Saint-Michel et à droite l'Annonciation, Gabriel et Marie qui accueille l'annonce. Et voilà, ça c'est en dehors de la mise en scène de tout à l'heure, ça c'est, donc c'est à Pinsolo, c'est l'ange Raphaël. Donc vous voyez, il y a un ange, les ailes, l'ange, il y a un enfant, l'ange tient un enfant, et au bout, il y a le petit chien. C'est à la fin, c'est dans le livre de Tobie, hein, tout ça, tel quel. L'ange Raphaël qui suivait un enfant et qui suivait un chien. Je pose une question provocative en continuant. Ton besoin de nous expliquer, de nous dire voilà l'ange, voilà l'enfant, voilà le chien, ça, on ne retombe pas un peu dans le travers de vouloir analyser une œuvre artistique et de ne pas se laisser frapper avant tout? Ah ben ça c'est alors je ne dirais plus rien. Non, mais une fois que disons, mes œuvres ont un titre, hein, un titre. Ouais. Pour moi, c'est important. Ça, c'est un homme avec un enfant. Toujours en Italie, j'imagine, dans les montagnes d'Italie. Dans les montagnes, c'est dans un château, sur le lac d'Hydro que Ivo Bonaparte a restauré. On a fait une exposition là.
disons, les choses partent, voilà. Ils ont un titre, mes œuvres ont toujours un titre. Do à la corde à deux. Alors, expliquons-nous. Il y a un désir d'une forme, mais cette forme doit trouver un sujet, pour moi, doit trouver un sujet, doit trouver un nom. Alors voilà, en ce moment, on se bagarre, les choses commencent entre un désir de quelque chose de plastique, qu'on ressent comme plastique, et le besoin de relier ça à un thème, le besoin de trouver des thèmes. Ça, c'est un jeu. C'est un... Il est né de l'image des enfants qui font une ronde en se tenant, en croisant les mains. Des deux enfants qui tournent en se tenant par la main. C'est la même chose. Excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, ça c'est un... Excusez-moi, hein, je vous dis le titre. Ça ne veut pas dire que c'est des choses que j'ai vues, hein? C'est des choses que j'ai vues. C'est un enfant qui court après un oiseau qui s'échappe. Ça, c'est une autre, c'est en vue de côté, c'est une sorte d'apparition. Voilà. Ça, je l'ai appelé sacrifice. Voilà, c'est une figure qui soulève peut-être une couronne d'épines qui s'étend vers le haut en soulevant quelque chose. J'en profite pour te demander, tu nous as dit que ton œuvre créative naît toujours d'un rapport avec la réalité, d'une émission, d'une nouvelle peut-être. Tu peux nous dire aussi d'où est né, par exemple, tu te rappelles concrètement d'où est né, par exemple, le désir de... Ça, c'est une image à moi. Non, c'est pas toujours des choses extérieures. Hein. Ici, il y a des choses, il y a des images intérieures. Il n'y a pas que des images extérieures. C'est comme une figure humaine qui s'offre, qui se soulève en offrant quelque chose. Voilà. Ça s'appelle le cri. C'est toujours sur le lac. Ça, c'est des guerriers. Il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas là. Hein. Il y a beaucoup d'autres images de guerriers, de guerre qui ne sont pas là. Ça, ça s'appelle le prisonnier. On ne le voit pas très bien. Il y a une figure assez... Et ça, il y a beaucoup d'images que j'ai vues, en particulier des anciennes images du Vietnam. C'est une figure, le visage de l'homme au milieu est assez réaliste, disons, d'une certaine façon, et il y a deux figures qui l'amènent et qui sont vraiment comme des structures anonymes. C'est une force anonyme sans visage, disons.
Ah, de nouveau un ange, je ne sais pas si c'est le même ou son frère. Voilà, l'ange l'ange exprime très bien à la fois l'attention vers le haut et la présence, disons. Voilà. Elle est là, mais... Alors, par curiosité, la première, les deux ailes, au début, il n'y a pas eu d'autres exemplaires, ce sont des choses de... Comment ça s'appelle? Les socs de charrue. De charrue. Les socs. De socs de charrue. Socle de charrue. Là, c'est un autre jeu, la balançoire. Vous voyez, une balançoire, quand il y a deux enfants avec un as, comment on appelle ça, une planche, et il y en a un qui tire vers, il y en a un qui est en haut et l'autre est en bas, qui pèse, et l'autre qui est en haut et qui trouve toute la légèreté d'être en haut, tandis que celui qui est en bas a le poids du bas. Hein. Voilà, un balançoire. Alors ça, c'est encore autre chose, c'est un autre exercice. C'est une église à Pavie où j'ai fait la croix, peut-être on la verra, qui est au milieu, et des scènes d'évangile, qui sont les différentes scènes d'évangile avant et après la résurrection. C'est la chiesa del Crocifisso en banlieue de Pavie. Voilà, Ivo Bonapace. Et voilà les scènes, l'appel au bord de l'eau, là, Jésus sur la tempête et la montée au calvaire. Ils ont été faits en fer et après refaits en bronze pour pouvoir résister au temps. Voilà un détail. Hein. Je m'efforçais de faire des choses. En bas, il y a toujours le passage d'évangile marqué qui correspond à la scène. Vous voyez qu'il y a quand même un rapport avec les jeux, hein, dans tout ça, avec le jeu, c'est pas... Voilà, un rapport avec les jeux. Ici, ce sont des jeux dans une exposition chez Maria Louise. Vous voyez à droite, à gauche en haut, une femme qui joue avec un enfant, de dessin, à droite, un saut à la corde. En bas, bon, différents personnages avec des ballons, et voilà. C'est une exposition sur les jeux. Voilà moi qui travaille avec un ami sur une sculpture qui s'appelle le saut à la corde. Pardon, le saute-mouton, qui a été refait en bronze. Là, nous sommes, je crois, à Rimini. Non, nous sommes où, Marie-Michel? Chez Yves. Voilà, il y a un petit saut à la corde avec des enfants autour. Voilà, je travaille avec quelqu'un pour agrandir une sculpture, celle où voit l'enfant qui joue qui fait échapper l'oiseau. On l'a refait en bronze dans une usine. Voilà. Ah, ça, je ne sais pas pourquoi on a mis cette photo. C'est une très belle photo, au meeting de Rimini, si j'ai bien compris. Thérèse, sa sœur, son frère,
belle-sœur. mon frère qui est décédé, ma petite, la nièce de, la nièce de Thérèse, qui est ma filleule, à côté, appuyée sur mon frère, appuyée sur qui sont moi, sur moi. Et à droite, il y a mon frère et ma belle-sœur qui sont décédés. Et derrière, on voit, voilà, on voit des sculptures. Hein. On voit des sculptures que vous avez vues là. Les différences sur comment il s'appelle, le cercle là, bon, au fond à droite, l'offrande, voilà, c'était à Rimini, à l'exposition de Rimini. C'est quelques photos maintenant de cette exposition à Rimini, je pense. Voilà. À gauche, j'espère qu'on le verra mieux, il y a un massacre auquel je tiens beaucoup. Il y a, bon, il y a des sculptures que vous avez déjà vues qui ont été exposées à Rimini. Non, je ne suis pas. Ah, voilà, le massacre. Voilà. Ça, c'est une sculpture qui a été faite en plâtre et en bronze, et qui a été vraiment sociologie de choses que j'ai vues ou que j'ai pensées, que j'ai ressenties. C'est comme cette espèce de grosse machine à droite en forme qui trafige, Qui broie, qui transperce. Quelqu'un. Je suis très, très, très frappé par le fait que l'homme devienne une machine en faisant la guerre. Même je suis très, très frappé par des choses du Moyen-Âge, par des choses du Moyen-Âge, par des souvenirs, des choses que j'ai vues ou que j'ai entendues quand des cavaliers du Moyen-Âge qui avaient leurs grandes cuirasses très épaisses, très, très fortes, tombaient par terre et il y avait un fantassin avec un petit couteau qui les tuait. Des choses comme ça, voilà. Des choses comme ça me touchent beaucoup. Voilà. Et voilà des jeux. Ça, c'est un vrai jeu. C'est une, comment ça s'appelle? La patinette. Une patinette. Paris est pleine en ce moment. Ça, c'était autrefois une petite fille qui avance sur sa patinette. Bon, souvenir, c'est pas moi qui insistais, mais voilà. Je trouve que c'était bon de voir ça à Rimini. Et je termine en fait par ce qui était la toute première photo qui montre un peu d'où tout avait commencé. Voilà. C'est celle-ci. Alors, pour conclure le parcours. Alors, Juventus Studentesca, 1962. C'est là que j'ai rencontré le père Coccagnac, qui est mort. Et c'est là que j'ai écouté ses chansons et que je me suis passionné par cette aventure. Voilà. Merci beaucoup pour tout ce parcours. Je pense qu'on a un petit peu de temps pour poser des questions. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. Je pense qu'on peut... Si quelqu'un a des questions à poser, c'est le moment ou jamais. J'ai une question. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Mirko. Parce que j'étais très touché. Tu nous as expliqué, Dean, un petit peu comment à partir de ton parcours, il y a eu l'évolution de l'artiste. Mais en t'écoutant et en écoutant surtout les choses que tu nous as dit, qui sont très profondes, même spirituellement, une question m'a surgi. Pour aller un peu dans la direction opposée, c'est-à-dire comment l'artiste, après, a nourri ton expérience de foi et ton ministère de prêtre aussi. Bon. D'abord, il faut... Bon, je crois que le point de rapport, bon, d'un côté, tu sais bien que quand j'ai fait l'école de communauté, je ne parle pas d'art, etc., etc. Donc, je lis des livres, je travaille avec des groupes, ce n'est pas forcément de ça dont on parle.
Mais, personnellement, il y a, surtout à travers les psaumes, un rapport très, très, très fort entre ce que je dis et la foi. Dans les psaumes, il y a des... J'ai dit, pourquoi tu as créé, pour quel but tu as créé le corps de l'homme. Dans les psaumes, il y a des phrases qui expriment d'une façon très, très forte la contradiction. Je ne les ai pas en tête. Il y a 2 versets qui disent « Tu me fais danser de joie, tu vois ma misère et ma peine accolées ensemble ». C'est-à-dire, les psaumes et certains passages des Épîtres aux Hébreux, certains passages sont très, très liés à mon travail. Voilà là, ce que je peux dire. Est-ce que ça nourrit? Est-ce que ça... Mais je sais qu'il y a un rapport entre ce mot-là, ce mot que j'ai dit. Ouais, tu les as lus. Si tu as entendu le mot, les mots, rencontre, surgissement, etc. On peut pas énigme, on peut pas. Disons, la Bible ou la liturgie est pleine de ces... Il y a 2 ou 3 jours, on disait vanité des vanités, à quoi sert rien de neuf sous le soleil. Et après, il dit, Seigneur, tu t'occupes de petits oiseaux dans les champs. C'est un espace. C'est un espace de parole que la Bible dit et que nous sommes invités à travailler, dans lequel l'expérience humaine dans laquelle je suis nourri, dans laquelle est nourrie mon expérience. Il y a un rapport entre ce que je fais et ce qui est écrit. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. C'est comme ça que je vis les choses. Et plein de choses, tu sais bien, on pourrait approfondir en tête à tête toutes les choses sur le préjugé, sur le fait de ne pas savoir, sur le fait que la prévision n'empêche pas la vision. Il y a plein d'échos de ce qui nous fait vivre. Et après, il y a un besoin de... J'ai de la peine en ce moment, j'ai de la difficulté à travailler, j'ai trop de choses dans la tête, c'est compliqué. Je sens que il faut que je me remette, voilà, parce que j'ai besoin de ce geste par lequel je trace une ligne où je colle, où je soude en morceau de fer. J'ai besoin, ça fait partie de ma vie comme celui qui a besoin de courir, je sais pas, voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Quelqu'un voudrait en profiter pour approfondir quelques thèmes peut-être? Il suffit d'ouvrir votre micro. Alors j'en profite en tout cas pour répondre à une question. Sera-t-il possible de revoir la rencontre? Est-ce qu'il y a un enregistrement de la rencontre? Oui, cette rencontre est enregistrée. Vous pourrez la revoir, que ce soit sur le canal YouTube. Donc vous devez chercher sur YouTube Aîné avec un trait d'union et trait d'union né, ou bien sur la page Facebook aussi Aîné, et vous pouvez revoir la rencontre. Donc oui. Moi j'ai une question. Oui, je vous en prie. Je pense que la pensée de Dino est extrêmement puissante artistiquement. Et au-delà de la foi, ça mériterait que ce qu'il a dit soit traduit et puisse être un essai. Parce que ça résonne au-delà de tout ce qui peut être et tout ce qu'il peut dire. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est aussi un artiste qui le dit. Merci, Dominique. De rien. La première fois que je t'entends t'exprimer d'une manière aussi sincère, profonde, et je comprends complètement ta démarche.
Dino, est-ce que ce que tu nous as dit ce soir est écrit dans un essai ou bien ou pas? Ou nous devons On peut l'imprimer mieux, oui. Ouais, que c'est une pensée puissante, vraiment puissante, parce que elle traverse les frontières de beaucoup de choses que les gens essayent de percevoir et qui n'arrivent pas à atteindre. Et tu le fais d'une manière émouvante, et je pense que ta vie en témoigne. Et c'est dommage que cette chose-là n'ait qu'un échange. Il faut qu'elle demeure quelque part. On verra. Tu m'aideras à le publier. Non, mais ce sont 5 pages comme ça, mais... Mais non, mais tout ce que tu as dit là, franchement, ça déchire, comme on dit. Et ça représente non seulement un homme, une démarche, mais quelque chose qui est une vraie attitude face à la vie. Okay. Une véritable attitude face à la vie. Eh bien, tu vois, Jean-François, que notre travail peut toucher largement. même en... Tout travail, c'est tout ce qu'on a ensemble. Même pour un homme qui n'a pas la foi. qui arrive jusqu'en Bretagne. Voilà. Ça me touche beaucoup. Avec... Voilà. Parce que pourtant, il y a beaucoup de choses qu'on a prises ensemble. Bien sûr, on a un chemin. Bon, avant de continuer à dialoguer, après on peut continuer à dialoguer, mais peut-être il y a quelqu'un qui va encore poser quelques questions par rapport à ce que nous a dit Dino ce soir. Je vois que personne n'ouvre son micro ou personne n'écrit dans la boîte de conversation, ça veut dire qu'il n'y a pas de questions. Alors, vu que ça fait déjà 1h15 que nous sommes ensemble, je vais conclure cette partie officielle de la rencontre, peut-être en remerciant vraiment Dino, parce que ce que nous a dit maintenant Dominique est tout à fait vrai en fait. Je pense que nous avons reçu une clé ce soir qui est beaucoup plus qu'une explication ou qu'une introduction. Il y a une question. Ah, il y a une question. Hugo, je t'en prie. J'ai une question sur les mots vraiment, parce que je voudrais qu'ils soient un peu plus clairs, autrement pour moi. Vide, c'est vide ou c'est néant? Et mystère et énigme, c'est la même chose pour toi? Tu m'as entendu? Oui, vide, ce n'est pas le néant, c'est la mort. C'est la mort. Il faut savoir si c'est le néant ou pas. La mort, ce n'est pas le néant. Et le mystère, c'est le visage positif de l'énigme. Le visage où l'énigme se dévoile comme quelque chose avec lequel je peux entrer en relation et l'énigme s'oppose et le mystère m'invite. Voilà, je dirais comme ça. Bien, il faudra travailler encore sur ça aussi. Tu nous as rajouté de matière à réfléchir. Pour moi, j'ai beaucoup aimé aussi tout cet aspect quand tu parles du détail, du fragment et de la totalité en quelque sorte. Tu utilises un peu les mots de Balthazar pour montrer que la totalité qui nous est accessible à travers une introduction, à travers une réalité bien concrète. Une rencontre, tu as parlé du mot rencontre, et de là surgit quelque chose qui te rencontre, qui vient à ta rencontre, qui doit être vu dans une totalité, parce que sinon, effectivement, on étudie les choses en détail, mais sans en comprendre le sens réel. Le beau, c'est que c'est vraiment très, très concret. Si j'avais des élèves, je pourrais dire que c'est vraiment comme ça que c'est passé. Ouais.
Et c'est pas des idées, c'est sur le travail. Ouais, ouais. Moi, je dis, imaginez de voir Notre-Dame dans le brouillard et vous reconnaissez que c'est Notre-Dame. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Je vous propose de conclure cette partie. Muriel, vous voulez poser une question peut-être? Je vois que votre micro est ouvert. Je vous en prie. C'est ça. Et en fait, Dino, je ne savais pas que tu écrivais aussi. Et je voulais te demander est-ce que la parole parfois vient avant la forme que tu construis, ou est-ce que ce que tu nous as lu, l'extrait que tu as écrit il y a, je ne sais pas très longtemps, tu disais, est-ce que ça vient après et comment tu... Parce que même les paroles que tu nous as citées au début, elles avaient l'air très charnelles, très vécues. Et donc, je me demandais à quelle étape ça venait et s'il y a un précédent. J'ai travaillé et j'essayais de voir comment je pouvais d'écrire le chemin du travail et voilà, c'est venu après. Et après, c'est bien aussi de beaucoup de rapports dont je ne peux pas parler avec les écrits des artistes contemporains comme Giacometti, mais pour dire des choses de Bacon et pour dire des choses de plein d'artistes qui ont écrit sur leur façon de travailler, qui sont vraiment très riches, voilà. Mais si tu veux, ce qui est pour moi le travail, ce que je vis dans ce que j'appelle le vide, c'est comme une intuition de certaines formes. Et j'ai besoin de relier un thème. J'ai besoin de le relier un thème. Voilà comment, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais j'ai besoin de le relier un thème. Et en général, je travaille par thème, par suite de thèmes. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vous rappelle comme annonce, on va dire que si vous voulez revoir cette rencontre, vous devez aller sur la page, le canal YouTube de Aîné, ou bien sur la page Facebook dans quelques jours. J'espère que la rencontre sera publiée. Et je vous invite dans 3 semaines, jeudi dans 3 semaines, le thème dont nous allons parler est le thème tout à fait différent. Mais je pense qu'on a reçu des clés ce soir pour affronter n'importe quel thème de la réalité. Ce dont on veut parler, c'est l'immigration. Et qu'est-ce que ça veut dire accueillir l'immigration, rencontrer, quel est le sujet, l'homme, le sujet qui rencontre cette réalité. Donc, je vous invite dans 3 semaines. Voilà, merci beaucoup pour cette soirée.